Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler des recours en cas de conflit lors de l'utilisation d'une blockchain et surtout d'un contrat intelligent dans une blockchain. Moi, je vous dis bienvenue sur cette chaîne et si vous êtes tout nouveau, moi je m'appelle Juro Christian, je suis à la fois coach, formateur et consultant juridique en blockchain et contrat intelligent. Donc aujourd'hui, nous allons ensemble essayer de voir dans une moindre mesure, parce que nous n'allons pas nous étaler sur les possibilités de recours en cas de conflit lors d'une utilisation d'un contrat intelligent. Avant de comprendre comment aborder, comment régler les conflits issus de l'utilisation de la blockchain ou du contrat intelligent, il faut commencer par comprendre dans quel cas l'utilisation du contrat intelligent et de la blockchain va se montrer non seulement plus efficace, mais sera largement utilisée. Prenons les organisations humaines qui ont plusieurs niveaux de normativité. C'est par exemple le cas des États fédéraux, si on prend aujourd'hui la Fédération de Russie ou alors les États-Unis d'Amérique, on se rend compte qu'il y a toujours au moins deux normes qui vont se chevaucher. D'une part, des normes fédérales et d'autre part, des normes locales accolées au statut de l'État ou alors de la province ou encore de la région en particulier. Et si on pousse la logique plus loin, nous pouvons encore parler des organisations supranationales. C'est le cas par exemple de l'Union européenne et de l'Union africaine qui produisent des normes devant être respectées par les États membres faisant partie de cette organisation. Dans tous ces cas, on note une variation des systèmes juridiques, et ce à plusieurs niveaux. D'abord, on va considérer le fait que déjà, si on prend par exemple le continent africain, on a au minimum deux systèmes juridiques, deux cultures juridiques qui se chevauchent. D'un côté, nous aurons le système anglo-saxon et de l'autre, le système civil, tous deux issus de l'héritage colonial. Au sein du système du droit civil, nous aurons des particularités liées aux États francophones et par exemple des particularités liées aux États lusophones. Et enfin, nous aurons ce qu'on va appeler le droit coutumier qui est applicable et ce de plus en plus depuis que les minorités ont commencé à lutter pour leur reconnaissance, une explosion de différents us et coutumes qui doivent être respectés très localement par l'État central. Et donc, par extension, à l'intérieur de chacun de ces États, nous avons le droit coutumier qui doit également s'appliquer. Nous allons prendre un exemple. Lorsque vous achetez un terrain dans le sud du Togo, je me réfère à une expérience vécue personnellement à Lomé ou dans la banlieue de Lomé, il est toujours recommandé par la coutume locale d'apporter une boisson forte ou bien son équivalent en valeur monétaire au chef du village ou du canton. Et donc à un moment on se rend compte que lorsqu'on jette un coup d'œil dans la masse confuse des normes et directives produites à différentes couches institutionnelles et locales, il devient difficile de respecter chaque norme, chaque règle et donc il est facile de violer involontairement une règle, ce qui peut en ce sens augmenter par exemple les dépenses liées à la conformité à ces règles. C'est alors ici que l'utilisation du contrat intelligent prend tout son sens. Pour pouvoir comprendre l'approche que je vais utiliser, nous allons partir d'un cas de commerce, un cas de commerce entre deux États africains, donc un commerce intra-africain. Les États que je vais utiliser sont le Rwanda qui se situe en Afrique centrale et le Sénégal qui se situe en Afrique de l'Ouest. Bon, c'est un exemple pour lequel je vais vraiment traiter les aspects basiques. Je ne maîtrise pas nécessairement tout le processus, toute la procédure intracommerciale africaine entre ces deux États. D'ailleurs, en ce sens-là, il faut se rendre compte que c'est un processus très complexe dont il faut tenir compte sur plusieurs niveaux institutionnels. D'abord, on va partir d'un niveau général, les institutions supranationales,
les institutions continentales. Donc, on va parler en termes d'Union africaine et donc de la ZLECAf. La ZLECAf, ce sont des accords de création d'une zone de libre-échange continentale africaine. Donc, à ce niveau-là, il faut tenir compte des normes et dispositions contenues dans ces accords pour faire du commerce entre deux États africains. Donc, déjà, il faut savoir si les deux États ont signé et surtout ratifié les accords, ce qui a été déjà fait. Ensuite, essayer de comprendre si au niveau continental, nous avons par exemple un règlement sur les paiements numériques ou bien alors des règles d'origine et leurs lignes tarifaires, etc. Puis, on va descendre d'un cran pour nous intéresser à la collaboration sous-régionale. Dans notre cas, nous aurons au moins 2, sinon 3 organisations sous-régionales qu'il faudra prendre en compte lorsqu'on va vouloir discuter commerce. Ici précisément, il va s'agir de regarder les normes produites en termes d'import-export, de TVA et de taxes douanières applicables dans le cas, par exemple, du Sénégal, de la CEDEAO. Et de l'autre côté, on va faire la même chose pour le Rwanda, mais cette fois-ci, on va tenir compte des normes qui ont été produites par la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Puis, on va essayer de regarder dans le droit des affaires ce qui se passe dans une zone qu'on appelle l'OADA, dont le Sénégal est membre et pas le Rwanda, et s'assurer que dans cette transaction future, aucune des règles du droit de l'OADA n'est pas non plus violée par la transaction devant se tenir entre les deux États. Et enfin, nous allons encore descendre au niveau cette fois-ci étatique pour voir quelles sont les obligations liées à l'entrée par exemple des marchandises dans ces deux États. Je vais prendre le cas du Rwanda où par exemple il y a une interdiction de l'utilisation du sachet d'une façon générale, mais également qui s'applique à l'entrée de marchandises à l'intérieur du pays, à moins que cette utilisation du sachet ne soit nécessaire pour le type de marchandise en particulier. Donc, quand on fait la somme de ces normes, de ces dispositions, on se rend compte qu'on est tombé dans une sorte de mer houleuse. Parce qu'au final, on va devoir, en un temps record, au moins consulter 3 types de juristes. Un juriste spécialisé en ZLECA, ensuite un juriste spécialisé en organisation sous-régionale, donc CEDEAO, CEEAC, et enfin un dernier juriste spécialisé en droit privé, par exemple du Rwanda, ou en droit des affaires sénégalais ou rwandais. Donc cette procédure demande un recours abondant et parfois très coûteux en termes de consultation d'intermédiaires. Alors, à partir de ce moment où on se rend compte qu'il y a plusieurs étapes qu'il faudra franchir pour faire du commerce entre le Rwanda et le Togo, on peut avoir recours à une autre forme d'intermédiaire ou bien d'intermédiation qui va nous revenir à beaucoup moins cher, mais qui sera tout aussi, et sinon beaucoup plus efficace que les intermédiaires humains. Il s'agit de l'utilisation ici de la blockchain et de son outil de prédilection ici, le contrat intelligent. Donc nous pouvons utiliser le contrat intelligent pour automatiser les procédures et les processus. Par exemple, au niveau de la ZLECA, quel processus ou quelle procédure nous pouvons automatiser? Nous pouvons automatiser les offres tarifaires, les paiements électroniques, l'identification de produits libéralisés, etc. Au niveau sous-régional, concernant les deux sous-régions, donc la CEDEAO et l'OADA d'une part et de l'autre côté la CEEAC, nous pouvons automatiser un traçage de la marchandise de la conception jusqu'à sa finition, par exemple en s'assurant que d'un point de vue de la protection des consommateurs, les normes sont respectées en termes alimentaires. Nous pouvons également faire un travail d'automatisation des normes, d'une part produites par l'harmonisation du droit des affaires, donc des normes produites par l'OADA et la CEDEAO, et de l'autre part des normes produites
par la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Au niveau de l'État, nous pouvons facilement ajuster les tarifs douaniers et la TVA. Ensuite, nous pouvons automatiser les prélèvements de cette TVA à l'entrée de la marchandise dans ces États respectifs. Et enfin, nous pouvons automatiser la vérification des éléments entrant dans la production et la conservation de la marchandise. Par exemple, dans le cas du Rwanda, pour s'assurer qu'il n'y a pas de sac plastique non nécessaire qui est entré dans les composants d'une marchandise. Et si tout est OK, permettre une entrée sereine de la marchandise sur le territoire de chaque État. Et tout ceci peut se faire, bien sûr, sans avoir recours à beaucoup d'intermédiaires, tout simplement en utilisant des contrats intelligents. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est, à partir de ce qui vient d'être dit, sachant que ce qu'il faut comprendre par ici, c'est que ces contrats intelligents permettent de renforcer les normes issues des différents niveaux d'organisation continentale, sous-régionale et étatique, avec pour but de renforcer et aussi de permettre une articulation souple, une utilisation souple de la normativité à tous les échelons. La question qu'il faut se poser, c'est à quel moment ou bien vers qui on se tourne lorsqu'il y a un conflit. Moi, je pense que d'entrée de jeu, on a déjà une forme de réponse dans ce qui vient d'être dit. Le contrat intelligent ne vient pas pour remplacer le travail des juristes, il ne vient pas pour remplacer le travail du juge, il vient tout simplement pour renforcer la mise en pratique des normes émises par les différentes institutions et une mise en pratique efficace. Étant donné que l'utilisation du contrat intelligent permet de faciliter une interaction entre différents niveaux institutionnels pour résoudre les conflits, on peut ici invoquer un principe très cher à l'Union européenne, le principe de subsidiarité. Ce très cher principe, le principe de subsidiarité, limite les compétences de chaque niveau institutionnel. Dans notre exemple, nous allons avoir une application de ce principe d'un point de vue régional subdivisé en deux sous-catégories. Une application continentale, si les normes violées viennent ou du moins proviennent des dispositions et règles issues de la ZLECA, ou alors si cette violation est en lien avec des dispositions, normes et règles provenant de la CEDEAO, de l'OHADA ou de la CEEAC. Et ensuite, nous allons voir une compétence étatique issue de la culture juridique spécifique à cet État. Par exemple, dans le cas du Rwanda, ça va être de poursuivre un marchand qui a fait entrer illégalement du sachet plastique non nécessaire à la conservation de sa marchandise sur le territoire rwandais. Le seul petit changement qu'on va remarquer, et en réalité qui sera très minime, ce sera celui, par exemple, du tribunal du commerce ou bien de la cour de justice qui siégera pour régler ce conflit. Nous allons bien sûr avoir les praticiens traditionnels du droit, d'une part, mais d'autre part, nous allons aussi avoir des juristes dont l'expertise est reconnue dans le monde de la blockchain et surtout dans le monde du contrat intelligent. Et dans ce cas précis, on peut se rendre compte qu'il n'est pas nécessaire, par exemple, de faire appel à des acteurs comme un mineur ou un validateur de transactions ou encore à l'auteur du code source ayant permis l'utilisation du contrat intelligent, surtout si on utilise ici un contrat intelligent ayant été déployé sur une plateforme complètement décentralisée et dont par exemple l'auteur demeure anonyme. Donc finalement, on se rend compte que même avec l'apparition de la blockchain et du contrat intelligent, il n'y a pas beaucoup de changements, à part le fait que nous allons voir tout simplement émerger dans cette décennie des praticiens du droit très
aguerris à l'utilisation de la blockchain et surtout des contrats intelligents, des experts qui comprennent à la fois et qui maîtrisent le langage sémantique juridique traditionnel d'une part, et d'autre part la logique mathématique et informatique, et notamment liée à l'utilisation des fonctions d'un contrat intelligent pour réaliser une transaction. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai développé une formation complète en blockchain et en contrat intelligent qui permet dès aujourd'hui aux praticiens du droit de se former en blockchain et surtout en contrat intelligent, afin d'en comprendre la logique mathématique et informatique et se l'approprier très tôt. Et en ce sens-là, vous pouvez trouver ma formation complète ou mes formations complètes sur mon site personnel www.deepfab.com. Pour finir maintenant sur une note positive, je voudrais m'appuyer sur un article que je vous invite fortement à lire. Il s'agit de l'article de Bruno Ancel, dont vous trouverez le lien en description, et qui vous permet en fait de comprendre les atouts, ou du moins ici 2 atouts positifs et très intéressants qu'apporte le contrat intelligent. Donc, premier point, le contrat intelligent se caractérise par une baisse des frais liée par un temps réduit de rédaction et une traçabilité plus efficace. Le processus de négociation s'en trouve alors plus accéléré puisque le système se focalise uniquement sur quelques éléments clés. Leur point fort est d'améliorer le processus transactionnel par la génération de contrats créés à partir de modèles et d'une syntaxe convenue. Le langage informatique est plus précis que le langage humain s'agissant des garanties et des conditions. Et de ce fait, là où l'homme peut interpréter les mots, le propre de la machine, le propre d'un programme est d'appliquer exactement les instructions telles qu'ils ont été conçues, et ceci permet de minimiser les incertitudes. Et donc, l'une des conséquences logiques, c'est qu'on aura sur le nom une uniformisation rédactionnelle des contrats. Le deuxième point, les contrats intelligents ont cette capacité à pouvoir se passer des intermédiaires non nécessaires à une transaction. Et donc, le risque judiciaire s'en trouve alors limité. Dans cette nouvelle façon de penser, une fois le contrat intelligent déployé, il est impossible de l'interrompre, ou du moins d'interrompre le processus de transaction, quel que soit votre statut. Donc ici, qu'il s'agisse d'une autorité centrale ou des contractants ou co-contractants, nul n'est capable d'arrêter une transaction qui a été déjà mise en route. Le point positif à cela, c'est que le caractère immuable de la blockchain permet de protéger les parties les plus faibles de toute rupture ou modification inopportune d'une partie ou de la totalité des conditions contenues dans le contrat intelligent. Je vous invite à lire à nouveau Bruno Ancel, dont vous trouverez le lien en description, et qui vous permettra de comprendre beaucoup plus en profondeur les avantages, mais aussi les inconvénients et, dans une moindre mesure, les différentes façons de rechercher des moyens de résolution des conflits dans la blockchain. Moi, je vous remercie pour votre attention et votre patience. Je vous invite à faire de plus en plus de recherches sur le contrat intelligent, sur la blockchain, afin de le faire vôtre et de vous habituer à une résilience professionnelle. C'est d'ailleurs pour ça que je vous invite à profiter de mes 2 formations en blockchain et en contrat intelligent qui vous permettront de comprendre l'ensemble des opportunités, des insuffisances et des avantages apportés par la blockchain et les différentes applications d'utilisation. Vous trouverez dans la description les liens nécessaires de recherche et le lien qui conduit directement à ma formation.
Moi, je me disponibilise pour répondre à vos commentaires tant que se peut ou répondre à vos messages, que ce soit par mail ou par WhatsApp. Et en attendant, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi et je vous dis à demain pour une nouvelle réflexion sur le contrat intelligent et la blockchain. Prenez soin de vous.